en vivre tout simplement. Mais le point de départ, c'était peut-être un peu de naïveté, enfin certainement un peu de naïveté, mais de la passion, voilà, de la passion. Alors moi je serais pas sur les compétences. Poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour être entrepreneur? Soit on est expert d'un sujet, on peut créer sa boîte sur ce sujet-là, soit on s'entoure. Mais en termes de compétences, on peut tous créer une boîte. C'est pas compliqué de créer une boîte administrativement, c'est très simple. Après, c'est une question de caractère, c'est ce que tu disais, c'est ce que ça implique. Il faut être à la fois naïf, parce qu'il faut croire qu'on est capable de le faire alors que c'est quasiment impossible. Vous avez plus de chances de vous planter que de réussir. Ça, c'est stupide. Non, je ne vais pas le dire trop fort, ça. C'est bon, j'ai déjà dit, je ne vais pas la répéter. Donc c'est normal de se planter et réussir, c'est rare en entrepreneuriat. On peut limiter quand même le risque. On peut limiter les risques. Ouais, après on peut se planter, ça fait aussi partie du jeu. Alors après je suis pas sûr que ce soit un jeu, parce que c'est comme sa vie qui est en jeu. Enfin sa vie pro, c'est un peu d'argent, on peut aussi limiter l'argent qu'on perd en cas d'échec. Mais c'est en expérience aussi. Énormément, on apprend. Pour moi ce qui est le plus important pour être entrepreneur, c'est se connaître. Et avant d'être entrepreneur, moi je ne me connaissais pas, je ne savais pas là où j'étais bon, là où j'étais pas bon, ce que je savais bien faire, là où le temps de travail que j'étais capable de consacrer, les choses où même si je savais faire, j'avais pas envie, au final j'ai essayé de traîner, donc je faisais mal. Enfin, c'est ça qu'on va découvrir après. C'est-à-dire, c'est révéler un peu des qualités. Les défauts surtout. Oui. Quelles sont les qualités requises justement? Quelles sont les qualités sans lesquelles il n'est pas possible de, je n'ai pas dit de réussir, mais au moins de tenter? La passion, la première. C'est la passion et l'envie de réussir et de le faire. C'est ce qui donne la capacité à faire des heures, à pas les compter, parce qu'on aime ce qu'on fait. Aujourd'hui, moi, 10 ans après, je compte pas mes heures parce que j'adore ce que je fais. Et si je tiens, c'est grâce à ça. C'est d'abord la passion. C'est le sourire le matin quand vous vous levez, vous êtes content d'aller bosser. Ah, j'ai la banane, chaque fois que j'y vais, je me dis, c'est super. ça qui fait tenir. Et puis là, si vous l'avez pas, si vous n'aimez pas ce que vous faites, enfin, si vous n'aimez pas ce que vous faites, pour moi, c'est ne créez pas de boîte. Allez prendre votre salaire, allez pointer, mais... Ouais. Puis il y a des étapes aussi, c'est-à-dire que il y a 20 ans, c'était 2 danseurs. Aujourd'hui, c'est 40. Mais il y a 20 ans, j'imaginais pas une seconde en avoir 40. C'est-à-dire que les choses se sont faites au fur et à mesure. Et ça aussi, ça évite de tout de suite se mettre trop de pression. C'est-à-dire que ça vient au fur et à mesure. Et comme tu disais, jamais j'imaginais 20 ans plus tard, il se passerait ça. Mais au départ, je pense que c'est... On salue la ponctualité d'Hugo Charbonnel. Vous êtes pas, merci Hugo. Pas l'heure, hein. Bonsoir, excusez-moi. on va te présenter du coup. Allez, oui, directement. Bonjour, je suis Hugo Charbonnel et je suis en retard. Je suis chef d'entreprise d'une entreprise éponyme qui s'appelle l'entreprise Charbonnel et je fais de l'aménagement intérieur de bureaux. Et je suis la 5e génération de cette entreprise. Et par ailleurs, parce que le virus de l'entrepreneuriat m'a pris jeune, j'ai développé d'autres activités dont j'aurai l'occasion de vous parler durant la soirée. Bon. Peut-être juste avant de revenir à Morel, gardez le micro. Hugo, on était en train de parler du gène de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il en existe un? Est-ce qu'on l'a en nous? Vous êtes un peu, pardonnerez, c'est pas physique, hein, l'obélix de l'entrepreneuriat. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est de l'atavisme pur chez vous? Effectivement, je suis tombé dedans petit. Mes 2 grands-pères, maternels et paternels, étaient chefs d'entreprise. Mes oncles et tantes sont chefs d'entreprise pour la plupart ou médecins. Donc effectivement, pour moi, il me semblait assez évident de devenir entrepreneur. Néanmoins, je suis né d'une fratrie de 3. Il y en a un qui est devenu artiste. Voilà, comme quoi... il est humoriste, lui, effectivement. L'autre est chef d'entreprise aussi. Donc je pense qu'effectivement, on doit avoir quelque part tous un peu ce petit gène de l'entrepreneuriat que l'on fait germer, pardon du terme, ou pas, suivant les épreuves de la vie qu'on rencontre. Je suis persuadé, et je donnais cette image dernièrement, que l'enfant qui apprend à marcher est quelque part entrepreneur, et que si j'avais une image à donner de l'entrepreneur qui
se crée et qui se développe, c'est le bébé qui se met à marcher au début à quatre pattes et puis qui ose se mettre debout et qui ose se lancer. Je suis persuadé que ce bébé, il est entrepreneur et que donc, suivant, pardon du terme, les chutes que l'on va subir, eh bien, on va avoir plus ou moins envie de se relever et d'entreprendre, ou plutôt d'être tenu par la main sans cesse et d'être accompagné. Je tenais à avoir votre avis. On va peut-être reprendre le fil. En fait, je rejoins exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, juste avant que tu arrives, je parlais d'étapes, en fait, de faire les choses progressivement. Et l'exemple que tu donnes, je ne sais pas s'il fonctionne mon micro, je n'ai pas l'impression. Bon. Ouais, c'est peut-être juste le son où c'est... Donc je disais non, juste l'exemple que tu donnes du bébé, effectivement, d'abord à quatre pattes, et puis ensuite, ces différentes étapes, c'est un petit peu comme ça que moi j'ai structuré au fur et à mesure les choses. C'est-à-dire qu'au départ, il fallait y aller de façon progressive et petit à petit aller jusqu'à être debout, avec des chutes bien sûr, avec des moments plus ou moins difficiles, mais toujours avec ce désir d'avancer, de construire et de faire évoluer à la fois mon travail artistique et à la fois aussi les équipes avec lesquelles je travaillais. Mais vraiment, je pense que la question des étapes, pour moi, c'était important parce que j'avais aucune clé, aucune porte d'entrée. Et donc, forcément, j'avais pas trop le choix. Il fallait que je fasse des étapes. Je viens pas du conservatoire, j'ai pas de diplôme. Même à la SEPR, j'ai pas eu mon diplôme. Mais j'ai eu des affiches. Autant je suis d'accord sur les étapes, autant je suis pas du tout d'accord sur ta conclusion. Il n'y a pas de paradoxe ou de contradiction entre salarié et entrepreneur. C'est pas parce qu'on est salarié qu'on se laisse tenir par la main. Franchement, on peut faire plein de choses. Je suis à toi en tant que salarié, d'entrepreneur dans ta boîte. Interagissez. Je parlais d'intrapreneur effectivement précédemment et je Oui, je te rejoins sur le sujet. Quand je donnais l'image de la main tendue, c'est plutôt le fait de se laisser accompagner. Ça n'empêche pas d'entreprendre. Tu t'arrêtes pas de marcher quand on te donne la main. Tu marches, mais différemment. Et c'est plutôt la notion de liberté d'entreprendre. Effectivement, c'est là où deux notions s'opposent. L'intrapreneur et l'entrepreneur, ça n'empêche pas, en étant salarié, d'être entrepreneur. Oui, après la liberté, il faut voir où vous la mettez et ce sur quoi. Clairement, entreprendre, créer sa boîte, ça veut dire X années de galère, en espérant qu'un jour elle s'arrête et que ça soit des années cool. Que parfois, c'est là où il faut se connaître sur ses passions, ce qu'on aime soi. Si vos passions, c'est les voyages, et vous n'êtes pas capable de sacrifier vos voyages au bout du monde pendant 5 ans pour créer votre boîte, il ne faut peut-être pas créer sa boîte, et c'est pas grave. Ou créer une boîte en relation avec les voyages. Ou en relation avec les voyages, ou... Non, mais j'ai un copain qui fait ça. Ou moi j'ai écrit dans mon bac que j'ai compris sur ma première boîte, je l'ai pas assez fait, maintenant j'ai le droit à 8 semaines de vacances par an et je les prends. Mais parce que je sais que c'est ma passion avant tout, et tant pis si ma boîte grandit moins vite que le copain qui travaillera toute l'année. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas un Graal non plus, quoi. Ça peut être l'enfer parfois. Ça peut être génial comme ça peut être l'enfer. Donc généralement on présente pas ceux qui se plantent, on présente pas ceux qui sont en galère depuis 18 mois à essayer de monter leur boîte, ou on leur offre pas un local, enfin leurs locales leur sont refusés parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la caution bancaire, ou ils l'ont ouvert, au bout de 6 mois ils le ferment parce qu'il y a eu une merde et qu'il y a eu un gros client qui n'a pas payé et qui se retrouve avec 40 000 euros de dette sur le cul. Ils sont pas là. Là on va plutôt avoir des mecs qui ont la banane, qui sont heureux, qui ont commencé à 2, qui sont 40, et c'est souvent ceux-là qu'on voit, donc faut juste faire... Faut pas oublier que c'est qu'une partie du truc, quoi. J'avais bien dit à Sylvain avant de venir qu'on voulait faire passer un message positif. Donc, vous l'avez bien cerné, c'est vraiment l'homme positif. Merci Sylvain, on se verra après de toute façon. Juste une chose, je reviens un peu sur cette envie, cette passion, ça, vous l'avez tous plus ou moins cité. Ça permet d'avaler des heures de boulot, Géraldine. Je vois le monsieur derrière moi, là, Arlès Dufour, qui disait « rien sans peine », c'est à l'entrée de la SEPR, c'est ça, c'est bosser, travailler. Oui, effectivement, on a beaucoup d'heures, on fait beaucoup d'heures, on voyage pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de vacances. C'est vrai que quand on voit ses amis qui partent, qui voyagent, on se dit moi aussi, mais bon...
on sait aussi pourquoi on le fait. C'est vrai que c'est super agréable d'être dans son boulot, de travailler, de rencontrer des gens, on profite différemment, je dirais. Et c'est vrai que les heures, elles passent super vite, les semaines aussi, elles défilent, mais après, c'est un choix. Ça revient toujours au même. C'est soit on en a envie, soit on n'en a pas envie, quoi. Moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent oui, c'est super et tout, j'aimerais faire la même chose, mais par contre, à 4 heures, j'ai mon enfant à aller chercher à l'école, donc c'est possible, vous pensez, de finir à 4 heures? Désolé, on est dans un commerce, 19 heures, c'est le minimum. Voilà, si tu arrives à finir à 18 heures, t'es content. C'est tellement rare, je crois que depuis qu'on a ouvert notre société, je peux vous dire exactement le nombre de jours où on a fermé, ou le nombre de jours où on a fermé plus tôt, parce qu'on avait un impératif. Mais voilà, souvent, tu regrettes pas? Non, je regrette pas, je suis super contente. Moi aussi, quand je me lève, ça me fait plaisir d'aller travailler, de rencontrer des gens, de faire ce que j'aime, de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles astuces, de faire évoluer aussi ce que je fais, de pas rester à toujours faire la même chose. Donc, moi, ça me dérange pas. Après, c'est vrai que oui, je fais énormément d'heures, et heureusement qu'aussi je suis soutenue à côté, que j'ai quelqu'un qui peut m'aider, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Donc le mot, c'est pas peine. Pardon? C'est pas peine, le mot. C'est quoi? Il n'y a pas de réussite sans travail. Ouais. Après, ce travail, c'est pas toujours vécu comme une peine. Mais il n'y a pas de chance sans travail non plus. Les gars incroyables qui ont revendu des boîtes plusieurs millions d'euros en 18 mois, je vous assure qu'ils ont taffé comme des dingues aussi, mais c'était leur passion, donc c'était pas grave. Mais pour moi, c'est pas vécu comme de la peine. Après, c'est une question d'organisation, c'est une question d'ambition, une question de secteur. Il y a des gens qui savent très bien s'organiser, qui arrivent à travailler. Mon associé, il fait son 9h, 19h à fond de balle, mais à 19h, ordinateur fermé, téléphone fermé, week-end jamais ouvert. Moi, je suis incapable et j'aime le rouvrir à 22h pour rebosser, et j'aime le rouvrir le dimanche pour préparer ma semaine. Elle, c'est non, et par contre, clairement, de 9h à 19h, elle est bien plus efficace que moi. Après, ça va dépendre des caractères, ça va dépendre de son organisation. Je sais que Hugo, il a une organisation aussi très particulière pour gérer toutes ses vies, toutes ses boîtes et tous ses sports et tous ses enfants. Et j'ai pas dit toutes ses femmes, hein, j'ai dit tous ses enfants, ça va. Je pensais que c'était associé, mais moi. Elle est pas là, c'est bon. Donc, du coup, non, après, c'est une question d'organisation et aussi d'âge de boîte. Clairement, les 3 premières années, ouais, il va falloir faire quelques sacrifices, il n'y a pas le choix. Après, le but, c'est qu'à un moment, on arrive à mieux s'organiser. On parlait justement pour éviter tous ces écueils et puis essayer d'avoir une boîte assez solide. C'est vraiment en amont de multiplier les formations, de multiplier les compétences dans tous les domaines, parce que vous m'avez tous dit qu'une boîte, c'est pas que la maîtrise et la technique de son métier, c'est du juridique, c'est de la gestion, c'est de la compta, c'est tous ces paramètres-là qui sont importants également de maîtriser. Je m'excuse pour les deux jeunes filles qui partent. Je vois que les jeunes filles s'en vont, c'est quand ça ne devait pas être très intéressant. Bonsoir. Non, alors, il y a un vrai sujet. Il est évident que si on entreprend par passion, je crois que c'est ce qui nous anime tous, il ne faut pas occulter la partie compétence, certes, mais surtout la partie technico-administrative. Je pense que ce qui nous anime tous, c'est la passion de construire un projet au travers de nos passions, quelles que soient nos passions, que ce soit artistiques ou autres. Et effectivement, aussi bon bijoutier, fleuriste qu'on puisse être, il faut savoir un petit peu compter, il faut savoir parler à un banquier, il faut parler avec un avocat, avoir un vrai sens de la persuasion. Et donc c'est des sujets qu'on n'évoque pas forcément au moment de la création d'entreprise. Et donc c'est vrai que c'est quand même des vrais sujets. Maintenant, il y a le chef d'entreprise Superman, dont je ne fais pas partie, je le dis clairement, c'est-à-dire celui qui sait tout faire, puis il y a celui qui sait bien s'entourer. Et je pense que c'est surtout ça le plus important, c'est qu'il faut être conscient de ses compétences. Là, on est dans son domaine de prédilection, et là, on est dans sa zone, je ne vais pas dire dans sa zone de confort, mais dans sa zone d'excellence. Et puis après, il faut aller savoir chercher les compétences nécessaires pour faire vivre sa boîte. Mais ce n'est pas forcément les choses les plus drôles. Un expert comptable, j'espère qu'il n'y en a pas dans ces bancs,
c'est une typologie de personnes très particulière, tout comme les avocats. Bon, voilà, c'est un jugement très personnel. Hein. Je vais passer les paroles à Bruno, mais on était d'accord sur un truc. Moi, je suis pas d'accord sur le début de ce que tu as dit, juste sur le dernier point. Faut savoir vendre en tant qu'entrepreneur, c'est la seule chose qu'il faut savoir faire. Après, si vous vendez suffisamment, vous aurez un expert comptable, vous aurez un avocat, vous aurez tous les conseils qu'il faut parce que vous aurez suffisamment vendu pour les payer. Mais vous aurez beau être super bon droit, super bon comptable, super bon de tout, si vous ne savez pas vendre, votre boîte elle ne tournera pas. Donc il ne se passera rien. Donc c'est vraiment sur la persuasion, sur le dernier point que tu disais, qui est le plus important pour moi. Bruno, tu employais une expression qui était assez juste, je trouve, d'homme orchestre. Oui, c'est ça, l'homme orchestre en fait. Faut être capable soit de maîtriser les différents aspects d'une entreprise, évidemment le métier pur que l'on fait, alors si c'est des artisans, c'est le savoir-faire, mais ça va être aussi la partie commerciale, la partie gestion, la partie communication. Tous ces aspects-là sont très importants, donc soit on le maîtrise et c'est parfait, mais très souvent, quand on vient plutôt de métiers très manuels, on est moins formé à ce genre de choses. C'est moins inné, certainement, mais il ne faut pas les oublier. Et du coup, il faut peut-être s'entourer aussi de gens qui sont capables de compenser ces lacunes. Des fois, il ne faut pas hésiter à se lancer à deux, avoir un associé qui va être plutôt bon dans ce qu'on ne sait pas faire, pour justement pouvoir apporter des éléments complémentaires. Comme dit Sylvain, une entreprise commerciale, c'est d'abord du chiffre d'affaires. Si on ne fait pas de chiffre d'affaires, la boîte n'existe pas. Donc la partie évidemment importante, c'est de savoir faire son boulot et de le faire bien et de le produire comme il faut, mais c'est le minimum obligatoire. Mais après, si vous ne vendez pas, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de boîte. J'ai fait une enquête auprès de créateurs, créatrices en bijouterie. Il y en a qui sont très doués, qui créent bien, mais qui se disent ouais, mais avant d'y aller, je vais encore recréer des nouveaux trucs. J'ai dit non, tu en as assez dans tes tiroirs, vas-y, lâche-toi, va commencer à vendre, parce que si tu ne vends pas, ça ne sert à rien de créer. Ça ne sert à rien. Donc le premier point, c'est faire du chiffre. Si vous ne faites pas de chiffre, la boîte elle n'existe pas, vous faites juste vous faire plaisir, mais ça ne dure pas très longtemps. Au bout d'un moment, enfin, à moins qu'on ait un conjoint plein de thunes, à un moment donné, voilà, on est obligé de payer quand même des factures. Et, voilà. Donc n'oubliez pas que c'est d'abord une entreprise commerciale quand on se lance dans ce genre de choses. Après, il y a des secteurs d'activité où on est peut-être moins sur des aspects financiers, de l'argent à faire entrer, notamment dans des aspects artistiques. Oui. Mourad, de financement. Oui, là-dessus. En fait, peut-être juste pour revenir sur la question de savoir parler à un avocat, savoir parler à un banquier, savoir, je savais rien. En fait, au départ, ce qui m'importait, c'était effectivement qu'est-ce qu'il y a au plateau. En gros, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que j'offre au public, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas pareil que l'autre. Donc, être créatif pour savoir prendre des risques, oser. Ça, c'était mes ingrédients de départ. En fait, j'avais absolument aucune connaissance sur les partenaires qu'on pouvait avoir, là en l'occurrence pour ce qui me concerne, c'est-à-dire une subvention de la DRAC, une subvention de la région, une subvention de telle ou telle ville, etc. Tout ça, j'avais aucune connaissance. Je n'avais pas du tout... dans le montage des dossiers. Exactement. Mais par contre, le focus, en tous les cas, que j'avais à ce moment-là, au départ, c'était... Voilà, qu'est-ce que, en tant que danseur, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec un public et comment je le partage pour qu'à un moment, je sorte du lot, je ne fasse pas comme l'autre. Ça, c'était mon point de départ. Puis après, j'ai mis en place, sans le savoir, je le dis aujourd'hui avec du recul, mais peut-être une espèce de processus où à un moment on va attirer l'attention. Alors d'abord d'un programmateur qui va nous accueillir, et puis ensuite un second, un troisième, on fait 5 dates, on fait 8 dates. Donc là effectivement il va y avoir un système de recettes. Ce système de recettes va me permettre de m'entourer. Effectivement la question de bien s'entourer, ça a été aussi quelque chose, je pense aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé. Donc je m'entoure d'une première personne qui va venir m'accompagner pour me dire une fiche de paye, voilà comment ça se passe.
on montait un dossier, voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, la question de la communication. Comment je communique sur le travail que je vais pas. Je vais être de toute façon confronté à ces questions-là. Si je veux faire évoluer, continuer mon travail. Donc après, petit à petit, en fait, il y a tout un tas d'étapes comme ça sur lesquelles je vais être confronté, finalement presque comme une espèce de machine qui s'est mise en route. Et puis cette première affiche, on va la payer 1 franc, on va la revendre 2 francs, et puis finalement, avec le 1 franc supplémentaire, je vais avoir une affiche en couleur. Ça va être mon thème ce soir, mais en même temps, c'était vraiment très épicier, la manière dont on fonctionnait au début, parce qu'on n'avait pas le choix, et très très vite, on a mis en place, comment dire, un système qui certainement, d'une certaine manière, va rejoindre le vôtre, avec effectivement cette question, s'il n'y a pas de recette, on n'arrive pas à faire évoluer nos équipes, etc. etc. Vous parlez de recettes, l'argent ça demeure quand même le nerf de la guerre. Quand on veut créer sa boîte, est-ce qu'il est aisé de trouver des aides? Est-ce que tout ce qui est prêt, crédit, bourse, des financements, des garanties, est-ce que c'est un chemin semé d'embûches? Est-ce que c'est tortueux, nébuleux? C'est pas un chemin. C'est un chemin de croix? C'est un chemin de croix plutôt. Non, ce n'est pas un chemin, oublié. Il n'y a pas d'aide, ça n'existe pas. La seule aide, c'est les clients. Bon. Enfin... C'est vrai. C'est un peu... Non, c'est vrai, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide, ne cherchez pas. Mais surtout, on n'est pas dessus, pour nous... C'est la motivation. Non, c'est juste. La compagnie Cafig, pendant 20 ans, c'était 97% d'autofinancement. On a été très peu aidé, mais ce que je gardais en tête, c'est effectivement, de toute manière, je ferai avec ou sans. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé. J'avais des copains qui avaient aussi leur compagnie, qui étaient artistes, et qui avaient du mal à avancer parce que c'était un peu la charrue avant les bœufs. Je leur disais toujours, qui te disent, je peux faire ça, je vais faire ça, j'imagine ça, mais si j'ai la subvention, si je le soutiens, etc. 10 ans, 15 ans après... Ils en sont au même stade malheureusement, et heureusement que je n'ai pas été dans cette attente de s'il y a un soutien, je ferai. J'écartais totalement l'idée du soutien, et j'ai toujours priorisé finalement le côté l'artistique, et c'est ça qui a fait que finalement j'ai pu faire évoluer mon travail. Vous n'êtes pas parti vous à la chasse Alors moi j'ai l'exemple d'un copain qui s'est lancé, et qui lui a été dans une dynamique de je vais chercher des financements en montant des dossiers, mais on y passe un temps de dingue quoi. Il a monté des dossiers, du coup il a embauché quelqu'un pour monter des dossiers, pour toucher des aides. Et il réussissait à avoir des aides, mais ça finançait juste le salaire de la personne qui... voilà, donc... qui était dédié au montage. Voilà, donc en fait ça servait pas à grand chose. Et au final il a gaspillé beaucoup d'énergie pour arriver à toucher des aides qui... Voilà. Faut pas s'imaginer que ça va tomber comme ça. C'est beaucoup d'énergie des fois pour pas grand chose. Et c'est vrai que un projet il se monte petit à petit et puis il évolue, comme dit Mourad, et puis on a quelque chose qui avance, qui brique après brique, ça monte. Moi je me suis lancé un projet un peu ambitieux au départ, il me fallait vraiment beaucoup d'argent. Et puis j'avais rien en poche. Quand vous allez voir les banquiers, évidemment, ils vous regardent bizarrement. Vous essayez d'amener un peu, et puis ils vous prêtent un petit peu, et puis voilà, ça amorce un petit peu le truc. Et puis petit à petit, vous commencez à vous étendre un petit peu en termes de financement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été aidé par le réseau Entreprendre, qui est un réseau d'entrepreneurs et créateurs et repreneurs d'entreprises. Qui ont cru dans mon projet et qui m'ont prêté de l'argent. Oui, c'est un prêt. C'est un prêt à taux zéro, donc c'est toujours intéressant à prendre, avec un différé, c'est-à-dire j'ai commencé à rembourser au bout de 18 mois à 2 ans. Et ça vous permet d'aller voir un banquier et puis de leur dire, j'ai 20 000 euros, que le réseau Entreprendre a cru en moi, croyait en moi, donc du coup je vous en apporte 20, vous me prêtez 20, et puis voilà, et puis petit à petit, c'est un effet un peu boule de neige. Géraldine ? Oui, moi je pense qu'au niveau des aides, effectivement, si on les attend, on crée rien, tout simplement, parce qu'on n'est jamais au bon moment, on n'a jamais les bonnes conditions qui sont remplies.
Et c'est de l'énergie gaspillée. C'est une énergie qui est gaspillée. Pour moi, elle n'est pas du tout positive. Il faut tout le temps rappeler, appeler. Et au final, on passe plus de temps à obtenir, alors qu'on peut prendre cette énergie, la mettre dans son projet, essayer d'avancer, essayer de trouver d'autres solutions, d'autres moyens. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi personnellement, quand j'ai créé ma société, peu de temps après, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit alors vous avez fait partie de notre programme d'aide ? Quelle aide? Non mais vous avez 5 minutes? Non, j'ai plus de temps à vous accorder. Quand j'en avais, vous en aviez pas pour nous parce que on n'était pas là, on n'avait pas... Moi j'ai démissionné parce que c'était pas possible d'attendre que ça se passe, sinon j'aurais jamais monté ma société. Donc vraiment... Il est préférable de se rapprocher de réseaux, vous parliez de réseaux entrepreneurs, de ce type de structure plutôt que d'aller frapper à la porte des... Alors en fait, quand j'ai contacté le réseau Entreprendre, moi j'ai contacté, pas pour l'argent en fait. J'aurais dit mais ok, mais si vous me prêtez pas d'argent, c'est pas grave. Vous avez un club de créateurs d'entreprise chez vous qui permet de se réunir autour de la même problématique. On est des créateurs d'entreprise, on a les mêmes problèmes. Ça permet de rompre l'isolement. Et j'aurais dit mais tant pis, hein, si vous voulez pas me prêter d'argent, c'est pas grave. Prenez-moi juste pour le club, hein, pour qu'on puisse se réunir avec d'autres créateurs où on fait des petits déj sur des thématiques, on apprend des choses, on partage des expériences. Ils ont dit non, le problème chez nous, c'est que soit vous avez un financement et vous avez tout ce qui va avec, soit vous n'avez pas de financement et puis suivant quoi. Ça a été, en tout cas pour moi, très très bénéfique parce que ça rompt l'isolement. Moi j'ai monté ma boîte, j'étais seul. Ça vous permet de vous retrouver avec d'autres créateurs, d'autres problèmes communs, c'est-à-dire on veut embaucher, comment ça se passe, tiens, j'ai des problèmes de trésorerie, est-ce qu'il y a des aides, des échanges d'expérience, vraiment des échanges d'expérience et de soutien. Et du coup, quand on a une décision à prendre, on la soumet aux copains et puis on leur dit qu'est-ce que t'en penses. On a un retour, des avis, des fois très différents, voire même opposés, et ça permet de se construire aussi sa propre opinion. Et pas se dire ah, tiens, il faut que je fasse un truc, je fais quoi je lance la pièce en l'air, pile ou face. Là ça permet de construire un peu une expérience commune et d'avancer de façon un peu plus sécurisée, je dirais. Juste pour le club avant, le club Génération Pro, il prend quel contour, il prend quelles aides justement? Alors, il n'y a pas d'aide. Je parle pas que financier. Le club Génération Pro a pour conviction que le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise ont besoin de collaborer, de tisser des liens. Pour plusieurs raisons. C'est que les entreprises ont terriblement besoin de compétences et que si on ne réclame pas au centre de formation les compétences, on reste sur des programmes toujours les mêmes. Donc il y a un moment où la SEPR a fait preuve de cette ouverture d'esprit qui est de faire collaborer justement des chefs d'entreprise autour des problématiques de l'éducation. Et puis c'est aussi tendre la main à des jeunes et des moins jeunes qui ont besoin de rentrer en relation avec le monde de l'entreprise et d'essayer de dédramatiser, dédiaboliser ce monde de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, ce club est donc un club de chefs d'entreprise qui se mettent au service de la SEPR pour répondre aux différents défis qui sont autour de ces deux mondes, de l'éducation et de l'entrepreneuriat, qui pendant trop longtemps, se sont regardés un peu en chien de faïence et qui ont terriblement de choses à faire ensemble. Demain, on peut imaginer plein de belles choses avec ce club et j'espère que justement nous y arriverons. Mais l'idée, c'est de se mettre au service des jeunes et de leur donner un peu plus de visibilité sur l'avenir et sur les entreprises. Est-ce qu'il y a, je pense que ça peut intéresser justement le timing, est-ce qu'il y a un moment idéal pour se lancer? Sylvain, vous avez, il me semble, entrepris à 20 ans. Est-ce qu'il y a un âge idéal? Est-ce que si on l'attend, on passe à côté du train? Est-ce que voilà.
Créer sa boîte, c'est repartir de zéro, donc plus on démarre, enfin pour moi, plus on démarre jeune, plus c'est facile, et plus c'est facile de se planter et de rebondir. Parce que moi, je vous ai fait une intro sur ma première boîte qui existe, enfin toujours, mais c'est plus moi, parce que moi j'ai fini au tribunal avec des procès, des dettes. Et maintenant, il y a 2 autres boîtes. Mais et à 26 ans, c'était même facile de retrouver du travail quand j'ai planté. Donc démarrer à 20 ans, finir à 26, 27. Et voire même, déjà à l'époque, parce que c'était maintenant un petit moment déjà, c'était très valorisé par les employeurs que je rencontrais. Le fait que j'ai essayé, même si je m'étais planté. Parce que je savais en parler, parce que j'avais compris pourquoi je m'étais planté. En même temps, tous les conneries que j'ai pu faire, c'est normal. Du coup, jeune, c'est plus facile. Moins il y a de responsabilités, moins il y a d'engagement, moins il y a besoin d'argent aussi, parce que l'argent est quand même une vraie problématique au démarrage. S'il vous faut pour juste nourrir votre famille, payer votre loyer et votre voiture 3 000 € par mois, bah, il y a quelques jobs, quelques entrepreneurs qui arrivent à se payer ça très vite, mais c'est quand même assez rare. Donc moins on a de contraintes financières, plus c'est facile. Donc pour moi, c'est soit en début de carrière, soit en fin de carrière, parce que vous avez payé votre maison, que la voiture est payée aussi, et que les enfants sont partis. Mais au milieu, c'est le plus dur. Et c'est le plus dur en termes de persévérance. Moi, j'ai beaucoup de copains qui essaient de créer après 30 ans, avec des enfants et un appart à rembourser. Bah, généralement, ils ne tiennent pas après les 18 mois du chômage. Même si leur projet est bon, même s'il y a un truc à faire, même si ça pourrait marcher, le problème, c'est qu'ils ne se payent pas suffisamment pour dire « je continue ». Donc voilà, après, c'est des questions c'est plus par rapport à l'argent que de temps et d'âge. De toute façon, vous ne saurez jamais le faire. Et personne ne pourra vous dire comment il faut faire non plus. Donc c'est sûr, plus vous avez des réseaux, plus il y a de chances que ça marche, mais moins vous aurez d'idées. Enfin, vous serez plus vieux, donc vous serez moins innovant. Et donc voilà, des deux côtés, il y a des avantages et inconvénients. Moi, je relativiserais juste un tout petit peu le très jeune dans des métiers manuels. Dans un métier manuel, on a aussi un savoir-faire à acquérir, une compétence. En tout cas, à mon sens, qui est important de maîtriser quand on crée sa boîte. Une fois qu'on est lancé, vous retrouvez en vase clos. C'est très compliqué, si on produit soi-même un produit artisanal, d'évoluer, et d'avancer et d'apprendre. Il y a des métiers dans lesquels l'expérience se fait quand on est sur des aspects numériques, sur des choses comme ça, où c'est peut-être moins vrai. Et je pense que dans ton domaine, c'était peut-être beaucoup moins vrai que dans les métiers manuels où vous avez, si vous n'avez pas bossé 3, 4, 5, 6, pour moi il a fallu 7 ans pour maîtriser parfaitement mon job, sans avoir passé ces 7 ans en salariat, j'aurais peut-être pas maîtrisé aussi bien et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, quoi. Donc après, ça dépend des métiers, ça dépend de chacun. Par exemple, un restaurateur, le chef du restaurant La Bouite au Menhir, qui a un 3 étoiles, qui n'a jamais fait d'école de cuisine, qui a monté un truc, il faisait des raclettes et des croziflettes il y a 30 ans. Au bout de 15 ans, il y a une première étoile. Au bout de 20 ans, une deuxième étoile, et là, il vient d'avoir sa 3e. Alors clairement, ça ne ressemble pas à la cuisine d'un meilleur ouvrier de France. Parce qu'il a pas eu cette je suis ravi qu'il y ait des contre-exemples. Il y a des contre-exemples. Hugo, vous avez une théorie qui est celle que vous m'avez dit hier. Non, j'ai pas de théorie. Je pense que c'est jamais le bon moment si on n'en a pas la conviction. J'ai effectivement exprimé le fait que il y a une notion d'âge et une notion de moyens. Je crois qu'il vaut mieux vivre avec des regrets qu'avec des remords, donc il vaut mieux se planter, s'être lancé, plutôt que de se dire j'aurais dû le faire. Et j'ai effectivement donné cette image qui est un tout petit peu particulière, c'est l'histoire de quelqu'un qui passe toutes les étapes de sa vie à se dire je vais créer ma boîte, et qui au moment de sa mort dit je savais que je l'aurais cette boîte. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Géraldine, pour vous, il n'y a pas de moment idéal, ça n'existe pas. Si on ne se lance pas, si on ne prend pas de risque, si on ne saute pas comme ça le pas, on peut vivre, comme dit Hugo, avec des regrets. Oui, je pense qu'il y a des choses qui se calculent. C'est vrai que si on a un appartement et à payer un achat immobilier ou des enfants, c'est vrai que c'est plus délicat. C'est jamais le bon moment. Il y aura toujours des choses à faire, d'autres choses à voir. Je pense qu'il faut une petite part de folie pour se dire bon allez c'est bon, il faut y aller, il faut que ça avance. Voilà. Mais après ça se calcule parce que il y a aussi l'aspect financier, je pense, qui est quand même important, et ça c'est des choses qui se
prévoit. Et... Voilà, après, je pense que c'est différent pour... c'est vrai, ça dépend de son métier, Voilà, moi je suis artisane et à l'heure actuelle, j'ai pas fait 10 ans chez mon patron, sinon j'aurais jamais tenu. J'ai été obligée de... J'ai fait le minimum qui devait être fait. J'ai fait mon CAP, 1 an de plus, et quand je l'ai senti, j'ai dit allez, c'est bon, maintenant, faut y aller, faut se lancer. Et pour autant, j'aime ce que je fais, je pense le faire bien. Du moins, mes clients sont contents de ce que je fais. Donc voilà, je me dis que c'était le bon moment. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas encore 30 ans. En tant que femme, c'est un peu plus délicat parce que il faut vous dire que vous allez avoir des enfants et que si vous en voulez, il faut aussi le prendre en compte, le calculer. Donc c'est aussi différent. Pour vous, c'est autre chose, quoi. Si votre campagne elle reste à la maison, c'est cliché. Voilà, mais c'est une réalité, c'est une réalité. C'est vrai, oui, c'est une réalité aussi. Ouais, c'est clair et net. Moi, on me le pose, je sais pas, à tous les repas de famille, on me demande et toi alors mais j'en ai un. De surcroît, vous êtes dans un domaine d'activité qui est compliqué, moi, si je veux. Je dirais masculin pour être gentil, macho pour être méchant. Mais... Exactement. Et puis moi, je suis dans un domaine d'activité où si je suis enceinte, je peux pas travailler parce qu'il y a des produits chimiques qui m'empêchent de travailler. Donc c'est vrai que c'est m'arrêter complètement. Donc c'est aussi autre chose. Est-ce que c'est... Quand est-ce que l'on sait si son dossier, si son projet est solide on le sait jamais. Quand est-ce qu'on est suffisamment on le armé sait jamais. On le sait jamais. Si on attend que ça soit bouclé, parfait, on fait jamais rien. À un moment donné, il faut lâcher la rampe et puis on y va, quoi. Alors on essaye de le border de façon à... Ça marche plus. Si. On essaye de le border de façon, on va dire, à minimiser les risques, mais à un moment donné, si on n'y va pas, on ne saura pas, quoi. Il faut faire toujours des études de marché, des business plans. Après, oui, il y a quand même un minimum. Il y a un minimum, oui. Sylvain, bien sûr, c'est pas du tout indispensable. C'est même pas souhaitable, je dirais. C'est ça, Sylvain. Moi, je voudrais juste revenir quand même sur un truc, parce qu'on s'éloigne de quelque chose qui est ça fait comme ça depuis tout à l'heure. Donc, je veux dans un truc important, quand on parlait d'accompagnement, de moyens, on a parlé surtout de moyens argent. Il y a une chose qu'on a écartée qui me paraît extrêmement importante, qui a été même vitale dans mon parcours, c'était l'accompagnement de personnes, des bonnes rencontres, des belles rencontres. C'est-à-dire des personnes qu'on va croiser dans son chemin et puis qui va faire qu'à un moment donné, il y a un déclic, quelque chose qui va se passer parce que justement, ça va être le bon accompagnement, les bons conseils, etc. Ça, on en parle pas souvent, mais malgré tout, pour moi qui suis dans la danse, je suis né à Lyon, et peut-être que si j'étais à Marseille ou à Lille, mon histoire serait différente. Lyon, c'est, on le sait, la capitale de la danse. Je vais parler de Guy Darmé, par exemple, Jean-Marie Bille, qui dirigeait le théâtre à Saint-Priest. Si j'avais pas croisé ces personnes-là, peut-être que effectivement, je n'aurais pas franchi des étapes. Voilà. Donc il y a effectivement, bien sûr, la question de moyens, mais il y a aussi... Un peu des modèles, ou enfin oui, ou des modèles, ou des personnes qui ont effectivement une expérience, des personnes qui vont bien vous conseiller, des personnes qui vont vous mettre en relation avec des personnes qui vont faire que vous allez continuer à avancer. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à rappeler, parce que c'est vrai que si on pense toujours moyens, c'est sûr, ça fait peur, c'est plus dur, etc. Mais par moment, le bon conseil, la bonne personne, c'est aussi des étapes, des pas de géants qu'on va faire aussi, et c'est extrêmement précieux. Voilà, je voulais dire ça. Rappelons que c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine aussi, beaucoup même, parce que si on ne le vit pas avec cette force-là, on parlait tout à l'heure du temps qu'on investit dans ce qu'on entreprend, on passe tout ce temps-là, c'est parce qu'on est animé par ce qu'on fait. On passe tout ce temps-là parce qu'on est passionné. On ne compte pas nos heures parce qu'on est habité par tout ça. Si on ne le vit pas de cette manière-là, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus dur. C'est plus dur. Bon, ma pays, il ne faut pas être d'accord. Cher, hein, parce que du coup, j'ai appris à me vendre. Ce que je disais tout à l'heure, l'entrepreneur, c'est le meilleur vendeur de sa boîte. Donc, s'il ne sait pas vendre, il ne pourra jamais trouver quelqu'un qui le fait à sa place. C'est le seul truc qu'on ne peut pas déléguer, pour moi. Et c'est lui qui doit montrer l'exemple d'abord, et après, il peut trouver des gens qui le font aussi à sa place, mais c'est lui qui doit montrer l'exemple. Par rapport à ce que tu dis, c'est très vrai, et c'est avant tout une histoire de rencontre. Par contre, en tant qu'entrepreneur, enfin, celui qui tente, celui qui ose, dégage normalement, quand il est sympa, pas comme moi, un vrai capital sympathie. Et donc, tout le monde veut vous aider.
voire trop. Moi j'ai aussi... Sauf les banquiers. Ouais, tout le monde va vous conseiller, pardon. Le mot aider, pas le bon. Tout le monde va vous dire ce qu'il faut faire. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire comme si. Je pense qu'il y a un business là-bas, tu devrais changer ton produit, modifier ton prix, avoir une équipe plus petite, plus grosse, aller en Allemagne, aller en Angleterre, aller aux États-Unis. Moi j'ai passé mon temps à être conseillé. Parce que manque de confiance en moi, parce que besoin de me rassurer. Alors plein de gens qui me voulaient du bien, hein. Mais j'ai perdu mon temps en réunion à la con, en réunion avec des gens géniaux et très gentils, mais qui me voulaient que du bien. Mais c'est pas eux qui allaient vendre à ma place au final. Et c'est pas eux qui faisaient mon business au final. Donc eux, c'est très facile pour eux de vous donner des conseils. Donc attention aussi à tous ces gens autour, ou même si vous veulent du bien, hein, ça vous prend du temps, et ce temps-là, c'est pas productif. Donc ça dépend lesquels. Il y en a des très très bons qui vont vous faire avancer, et il y en a quelques-uns qui vont vous faire du surplace. Oui, c'est un vaste sujet, le réseau d'influence. Pour revenir sur le business plan, parce que ça c'est un truc que j'adore, c'est un truc de banquier, le business plan. À partir du moment où vous avez compris que le truc que vous allez pondre, parce que ça s'appelle pas autre chose qu'un truc que vous allez pondre, est faux dans la minute où vous l'avez pondu, vous avez à peu près compris le niveau de vision que vous pouvez avoir de votre activité. Malheureusement, effectivement, on est un peu, quand on est créateur d'entreprise, obligé de présenter un bout de quelque chose à un banquier qui va trouver ça génial, et on va être un peu Madame Irma, où on va lui sortir d'une boule de cristal ce qu'on va faire à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 10 ans. Ça, c'est hyper... Alors ça, dans la part de création d'entreprise, c'est génial, on prend une dose d'adrénaline et on s'imagine, voilà, milliards. Prévisionnel. Ça s'appelle un prévisionnel. Comprenez bien que c'est faux dans la seconde où vous l'avez fait, et une fois que vous avez compris ça, je crois qu'effectivement, faut border les choses, faut se donner suffisamment de confiance pour y aller, parce que si on tue l'embryon dans l'œuf, forcément, on se lance jamais. Et donc effectivement, faut pas avoir peur d'affronter ces choses-là, de confronter ces idées, de manière à trouver un petit peu d'écho. Et là, effectivement, vous allez rencontrer plein de gens qui ont plein d'expériences, qui vont vous raconter plein de choses, aussi terrifiantes que extrêmement positives. Donc là, après, chacun son chemin sur ce jeu. Les paiements m'ont aussi appris que les seuls chiffres vrais d'un business plan, c'était les numéros des pages. Et c'est complètement ça. Le seul truc qui est important, enfin du coup j'en ai fait moi beaucoup dans ma première boîte, et beaucoup trop, et j'ai même mis 12 mois avant de lancer ma boîte, tellement je voulais faire des business plans pour essayer de tout mettre dedans. Le problème c'est un business plan, il faut accepter qu'à un moment il soit jamais fini, et que tous les jours il change en fonction des gens que vous rencontrez et des opportunités que vous vivez. Donc faut l'arrêter, c'est un exercice pour le banquier. On se dit on se fait ça en un week-end, on le torche. Le seul truc important, c'est presque un document à côté de 3 pages de où est-ce que je veux aller, c'est quoi mon point B. Alors clairement la route que vous êtes dans le business plan, elle sera jamais comme ça. Vous allez faire plein de détours. Mais ce qu'il faut, c'est savoir où vous voulez aller. Quelle est votre ambition, quel est votre projet, quel est votre rêve de vie avec votre boîte. Le reste, vous verrez bien ce qui se passe au cours du jeu. La deuxième boîte, du coup, moi, j'avais pas besoin d'argent. J'ai créé un compte une boîte avec 3500 € de capital. On était deux, donc on avait chacun mis 1500 € et quelqu'un qui a mis 500 € plus, donc 1500 €, ça se trouve à peu près, en bossant un mois l'été. Et j'ai fait 3 pages, c'est tout, j'ai rien demandé à bancaire, je voulais rien lui demander, et finalement c'est cette boîte-là qui a avancé. La dernière, où là on a levé des fonds, on a fait 20 slides. Et je leur avais dit aux investisseurs, je ne ferai pas de business plan, parce que je trouve que c'est complètement con. Voilà où je veux aller, voilà comment j'imagine y aller, voilà ce qu'il nous faut comme argent pour y aller. Après ce qu'on fera, vous verrez bien avec nous. On peut se planter. Hein, on peut se planter. Il faut intégrer l'échec comme une possibilité. C'est une thématique que je voulais aborder ce soir parce qu'il ne faut pas l'occulter. Est-ce que on a cette culture de l'échec en France? Est-ce que on ne valorise pas assez le rebond? Est-ce que on voit tellement l'accumulation des difficultés qu'on a du mal à se lancer que c'est un frein? Quelle est votre vision des choses vis-à-vis de cette potentialité qu'est l'échec? Faut pas l'envisager, pour moi. Par contre, il faut maîtriser les risques qu'on prend pour, en cas de souci, pas se retrouver avec 100 000 € de dette et se pourrir toute la vie qui suit. En tout cas, mesurer les cautions bancaires qu'on donne. Un truc. Hein. Il y a plein de banquiers sur la place, il y en a toujours un qui va vous trouver sympa et qui a des sous et qui est capable de prendre un risque avec vous.
Donc ne mettez jamais de caution perso tant que vous pouvez le faire. Et franchement, on peut le faire jusqu'à beaucoup d'argent sans caution perso. Donc ça, c'est un conseil à retenir ce soir, c'est le seul. Et je vous l'ai dit, de toute façon, vous avez plus de chances de planter que de réussir, donc ça fait partie du truc, mais il faut pas se le dire. Il faut aussi savoir dire stop à un moment. Je disais en intro avec Bruno qu'il y a ceux qui se plantent vite et au final c'est pas trop grave parce qu'ils n'ont pas perdu trop d'énergie ni trop d'argent dans le truc et qu'ils sont capables de rebondir assez vite. Il y a ceux aussi, ça fait 6 ans qu'ils survivent, ils se payent à peine un SMIC, ils ont plein de dettes. La boîte elle marche pas, ils n'ont pas vraiment d'avenir, ils travaillent 14 heures par jour, ils n'ont plus de vie perso. Et pour moi c'est aussi un échec, il faut savoir. Après ça dépend pourquoi vous créez, hein, ça peut être ça votre projet de vie. Moi c'était pas ça. Je voulais pouvoir prendre des vacances notamment et tant que j'en prenais pas, j'avais pas réussi ma boîte. Et voilà, si vous voulez que vous y arrivez vraiment pas, parce que votre boîte elle peut pas tenir sans vous, alors que c'est votre projet de pouvoir prendre du temps à côté, bah, faites autre chose, arrêtez. Et que c'est pas un échec que de savoir arrêter. L'échec c'est vraiment une notion personnelle en fait. On peut avoir planté sa boîte sans échouer. Bon, Bruno, vous parliez que... Hugo. Non, je voulais juste rebondir là-dessus, c'est qu'au contraire, l'échec, il est jugé par les autres, ça peut être une formidable opportunité. Le fait de ne pas avoir réussi ou d'avoir rencontré des difficultés. Et donc, c'est effectivement très important. Néanmoins, si vous entreprenez avec la peur permanente de l'échec, vous êtes sûr de prendre le mur. Pour les motards qui connaissent un tout petit peu ce que c'est, si vous regardez l'extérieur du virage, vous êtes sûr de ne pas réussir à le prendre. Hein. Bah, c'est exactement la même chose avec une boîte. Si vous regardez le mur, vous y allez droit devant, et puis alors c'est certain que vous allez le manger. Néanmoins, être à l'inverse, pardon du terme, un imbécile heureux qui se dit « youpi, tout va bien, je vais y arriver, c'est super », c'est un peu compliqué. Donc justement, l'intérêt d'être bien encadré, d'avoir à peu près bordé les opportunités, les menaces de votre business, vos forces, vos faiblesses et de vous connaître correctement, bah, ça vous permet d'avoir un peu plus de sérénité ou un peu moins d'appréhension dans la constitution de la création. Là, on parle beaucoup de création d'entrepreneuriat, mais c'est tout à fait transposable à l'intrapreneuriat. C'est-à-dire que si on vous demande de prendre la responsabilité d'une business unit et que vous avez à la développer et que vous n'arrivez plus à endormir la nuit, que vous perdez vos cheveux, que votre femme vous trouve moche ou votre mari vous trouve épouvantable, ça n'a aucun intérêt. Il faut être bien dans ses pompes, heureux, savoir où on va. De toute façon, soyez certain d'une chose, c'est que vous ne saurez jamais comment y aller. C'est après qu'on sait comment on y est arrivé. Et les plus belles histoires d'entrepreneuriat, on peut prendre tous ceux qu'on connaît, les Steve Jobs, les Jean-Michel Aulas, pour rester dans le secteur lyonnais, les Aulas, les Ginon, etc. Je rappelle juste que Ginon, il a démarré, il sortait les chiens des mémerdes du 2e arrondissement, hein, et il arrosait les plantes. Ça s'appelait Polygone. Puis après, il s'est dit, tiens, je vais faire autre chose. Il n'avait pas du tout l'idée du groupe qu'il allait créer maintenant. Je rappelle que Jean-Michel Aulas, au départ, il était dans une boîte qui trouvait nul à chier, qui faisait du logiciel pour experts comptables. Il les a trouvés tellement nuls qu'il a créé la même en face et qu'il les a rachetés derrière. Voilà juste quelques exemples de gens qui n'étaient pas forcément entrepreneurs à la base et qui aujourd'hui sont des entrepreneurs reconnus. Voilà, c'est... Mais le fait d'échouer ou d'abandonner un projet, vous avez abandonné, Géraldine, une partie un peu de votre projet de déco intérieur, puis vous avez su rebondir sur un autre domaine d'activité, et puis en tant que cordonnier, aujourd'hui vous êtes bien dans vos pompes, comme disait-vous. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'échec, c'est qu'on apprend toujours, on apprend en se trompant, et pour moi, sur le coup, ça fonctionne pas, ça va pas le faire, mais c'est pas grave. Faut avancer, faut trouver autre chose, faut rebondir. Et je pense que oui, on peut se planter. Et je rejoins Sylvain pour dire il faut arrêter la casse quand on sent que ça va pas le faire et qu'on n'est pas heureux. En fait, faut vraiment s'épanouir. Et puis si ça marche pas, c'est juste soit son estime de soi qui peut en prendre un coup, mais pas forcément. Honnêtement, on peut faire d'autres choses. C'est plus le regard des autres finalement. C'est là où il faut s'entourer quand même.
Oui, On oui, va oui. dire, c'est là où vous êtes entouré. L'entourage Soit compte des beaucoup. proches, soit d'autres entrepreneurs qui vous guident. Ouais, et puis le regard de l'autre n'est pas, à mon avis, facile dans ce genre de choses, parce qu'on peut très bien complètement assumer l'échec, ou en tout cas se dire, bon, j'ai pas réussi, point. Mais il y a, après, c'est vrai qu'il y a une culture un peu française qui a quand même beaucoup de mal à accepter l'échec. Les Américains, eux, au contraire, tu as eu une super expérience, bon, tu as bouffé des millions, mais voilà, tu es quelqu'un qui en a et qui y va, quoi. En France, on n'est pas vu exactement pareil. Alors je pense qu'aujourd'hui, les mentalités évoluent, les gens dans les bonnes places, on va dire, rajeunissent, donc du coup, je pense qu'il y a des mentalités qui évoluent quand même pas mal. Mais bon, en France, on est un peu comme ça. On se fie plutôt au diplôme que à la compétence. Allez, vas-y, prouve ce que tu fais. On regarde un peu plus ce qu'on a fait avant et surtout les diplômes que l'on a. Ben, ça fait partie des données. Après, ouais, moi je suis comme Sylvain. Je pense que une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est d'abord une expérience et elle nous fait grandir. Et après, ben je pense qu'il faut après aller vers des gens qui sont capables aussi de voir ça, retourner peut-être salarié après parce qu'on n'a pas réussi, mais avec un entrepreneur ou un boss qui va aussi se dire « Ah ben attends, toi tu as osé, tu as été, j'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir un nouveau bureau, pour, je sais pas, en bijouterie, monter un bureau de développement 3D, un truc comme ça. Tu sais embaucher des gens, tu sais les piloter, vas-y, moi je te donne les rênes, quoi. » Je pense que ce sont des choses tout à fait possibles. Je vois que l'heure tourne, on ne va pas excéder 20h30, on laissera la parole aux questions. Voilà. Juste Mourad, pour finir, on parlait d'entreprendre en France. Je sais que vous vous baladez pas mal avec plusieurs dizaines de représentations dans le monde. Est-ce qu'à l'étranger, il y a une autre façon d'entreprendre, il y a un autre état d'esprit, une autre culture Bonne question. On est bien en français pour entreprendre. Vous passez une bonne soirée. Non, ce que je peux dire pour la danse et pour le milieu culturel, c'est vrai qu'en France, on est extrêmement privilégié, ça c'est sûr. Je crois que la manière dont la culture est accompagnée, l'impact de la culture sur la société est complètement différent de comment on la vit en France qu'ailleurs. Les danseurs aux États-Unis ils dansent la journée, ils font la plonge le soir, ils font 3 métiers pour pouvoir vivre de leur art. En France, c'est pas pareil. Et du coup, le fait qu'en France on est mieux accompagné, eh ben on a davantage d'artistes, on a davantage de propositions artistiques, on a une force culturelle qui est quand même plutôt bien positionnée, si je peux dire ça comme ça, à l'échelle du monde. Voilà, donc là, s'il y a des artistes dans la salle, voilà, je crois qu'on a vraiment un socle ici en France qui nous permet d'être créatifs, d'avancer, de rêver, même si on est dans des métiers qui, à première vue, enfin, quand on parle de danse, on ne pense pas tout de suite que ça peut être un métier, n'est-ce pas? Allez, ça sera le mot de la fin. On va laisser la place un petit peu aux questions. Je sais que le micro va tourner avec Marina, donc je vous en prie. Bonsoir. Oui, vous avez peu évoqué le statut d'auto-entrepreneur qui est quand même, je pense, une bonne alternative justement pour pouvoir aussi peut-être travailler à côté. Ou je sais pas ce que vous en pensez justement. J'aimerais savoir un peu. Bon tremplin si tu veux, et pas de bonne alternative. Bon démarrage pour les 6-12 premiers mois pour faire tes preuves, pour te rassurer, pour tester tes clients et tester ton modèle. Et pour moi, c'est pas une entreprise. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé. C'est une structure légère qui permet de tester. Ouais, tout à Mais fait. si on a des ambitions, si on veut progresser suffisamment. Mais c'est un statut qui permet de passer au-dessus assez facilement dès qu'on en a, les moyens. Donc, Donc, de l'argent perso, donc tu peux pas vraiment investir en com, ni en commerce, ni en. Donc du coup, c'est sur des petites choses, oui, tu peux démarrer, tester, mais tu pourras pas démarrer un business de bijouterie ou de joaillerie en auto-entreprise. On se limite. Ah ouais, mais je vais pas investir ça. Uniquement en cordonnerie. Je récupère pas la TVA, du coup on se limite, on se contraint en fait à pas progresser. D'accord. C'est très bien pour démarrer certains business. Soit on y croit, on y va vraiment et du coup on trouve la structure juridique qui convient. Soit on se dit je vais tester, ça peut être un bon truc, mais c'est qu'on n'est pas vraiment convaincu. Mais surtout qu'en termes de risque financier, faire gaffe.
Auto-entreprise, t'as mis de l'argent dedans, il est plus à toi, c'est perdu, c'est fini. Peut-être que ça reviendra un jour, mais peut-être pas. Auto-entreprise, c'est ton argent perso, c'est ton compte perso. Tu fais des conneries, Tout à fait. c'est toi qui devras rembourser. Donc pour moi, vraiment, il y a certains cas, un petit boulot à côté, c'est top. Pour démarrer certaines activités, t'es freelance graphiste, t'es web designer, t'es très bien, il te faut un ordi, de toute façon t'en as déjà un, donc ça te coûte rien de faire tes prestations. Après, si tu veux en faire ton métier, oblige-toi à créer une vraie boîte, avoir une vraie compta, aller chercher des vrais clients et à gagner ta vie avec ça. Mais donc ça peut être très bien dans certains cas. Merci. Je voudrais juste rajouter quelques commentaires de chefs d'entreprise récents, je vais dire jeunes chefs d'entreprise, la mienne a 5 ans d'existence. Mais un mot important qui a été prononcé tout à l'heure, c'est l'épanouissement. Je pense que c'est au bout du compte l'objectif de tout ça. Sur le chemin à parcourir aussi, je partage totalement le commentaire sur la nécessité d'avoir un business plan parce que les partenaires financiers, les banquiers l'exigent et le nécessitent, donc c'est un passage obligatoire, qui a ceci étant un intérêt, c'est celui de mesurer qu'il y a un chemin à parcourir avec une certaine inertie avant de pouvoir se verser son premier salaire. Et que ce chemin-là, il faut avoir une petite idée du contexte économique qui va être nécessaire, du chemin qui va être nécessaire pour arriver à cet équilibre. Et le troisième commentaire, c'est celui que disait Sylvain tout à l'heure sur la vente. Moi, j'ai créé mon entreprise, j'ai quelques collègues qui ont créé les leurs aussi, qui n'étaient pas dans la logique qui n'étaient pas dans l'esprit de commerce et de vendre leur savoir-faire. Je pense que quel que soit le métier, que ce soit un artisan dans le domaine de la joaillerie ou de la cordonnerie ou d'autres secteurs d'activité, que ce soit le métier d'artiste ou de comédien, à un moment donné, effectivement, son savoir-faire, il faut aller le vendre pour pouvoir avancer et continuer d'avancer. Et je pense que c'est effectivement... Et comment va la schizophrénie ? Comment va la schizophrénie ? Parce que pour moi, pour être capable de vendre ses propres produits, il faut être complètement schizophrène. Parce que, après, c'est très dur de se valoriser soi énormément. Je sais que moi, je peux vendre quelqu'un 2000 € la journée. Moi, je suis pas capable de me vendre plus de 300 €. Pourtant, j'ai des compétences aussi. Hein. Mais soi, vous connaissez vos limites, et c'est super dur. Moi, c'est une vraie problématique où, ok, ça m'a pris que 2 heures à faire, mais si ça apporte énormément de valeur à mon client, ça vaut peut-être 5000 € quand même. Et ça, quand on a fait les 2 heures, on se dit non, mais je peux pas l'arnaquer. Mais c'est pas de l'arnaque. Lui, ça lui apporte ça. Sinon il va voir ailleurs. Hein. Et c'est là où pour moi, il faut être schizo quand on fait soi-même son produit. Il faut être capable d'oublier, de pas avoir un calcul comptable de ça m'a pris tant d'heures, donc il faut que je vende tant d'argent. Ça peut être complètement autrement. Mais il faut un grain de folie. Hein. Il faut un grain de folie. Oui. Mademoiselle. Moi j'ai peut-être une question un petit peu naïve. Il n'y a pas de question. En vous écoutant, on a entendu de très bonnes choses, le fait d'oser, de savoir vendre. Mais ma question est, par où commencer au fait, surtout lorsqu'on est jeune, qu'on n'a que des compétences et des capacités. Et on se demande souvent, quel est le plan justement, comment démarrer? Et ça, c'est un peu délicat. Pas d'artiste pour répondre, pas d'artiste. Faut oser, ouais. Oui, une question. Non, je sais pas par quoi commencer. Je me suis jamais posé, je parle pour moi, c'est d'abord, j'aimais danser, j'aimais la danse, donc je danse d'abord. Je sais pas si je t'aide en te disant ça, mais et puis après, tu danses pour quoi? Tu danses pour qui? Qu'est-ce que tu veux faire de ta danse? Comment tu veux la partager? Là, je le dis avec du recul. Plus jeune, je ne me posais pas les questions de cette manière-là. Mais aujourd'hui, je peux en parler avec un peu de distance. Et je crois que c'est toutes ces questions-là qui m'ont traversé l'esprit, qui fait qu'à un moment, tu vas structurer une pensée, tu vas te donner des objectifs, etc. Mais le point de départ, c'était le plaisir de danser.
Et puis après, les choses se sont mises en place au fur et à mesure. Mais jamais je me suis mis devant mon miroir en disant « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Parce que si je me serais posé cette question-là, je pense que je serais parti en courant, parce que c'est une question qui n'est pas évidente quand on la pose comme ça, telle que tu la poses là. Mais non, je crois que c'était d'abord commencer par quelque chose qui me plaît, qui m'anime. Et puis après, le reste s'est mis en place au fur et à mesure. Tu es dans quel domaine? En classe préparatoire d'art appliqué, mais je suis titulaire d'un master d'aménagement du territoire. Donc j'ai un parcours universitaire important, j'ai travaillé, et là je suis en pleine reconversion pour faire de l'ébénisterie. Donc sur du long terme, oui, j'espère quand même pouvoir me lancer dans un projet plus personnel. Et effectivement, enfin, moi personnellement, c'est peut-être un petit peu tôt, mais j'ai tendance à me demander quelles sont même pas les démarches, mais je ne doute pas de mes compétences. C'est un petit peu osé de dire ça aussi, mais je doute de l'avenir, tout simplement, à savoir comment entreprendre mes projets, comment les réaliser. Pour moi, on commence pas par un bout, on n'a pas un plan défini, on commence tout en même temps, et puis ça vient, et puis on avise. Et ça s'imbrique. Et ça s'imbrique, et on avance. Je vais vous donner juste 3 exemples qui sont assez rigolos. Je vous l'ai dit, je suis 5e génération d'une entreprise familiale, et puis j'avais besoin, moi, de créer, moi. Par contre, je suis tellement courageux que j'ai pas créé tout seul. J'en ai créé une tout seul, et puis d'autres avec des associés. Je vais vous raconter ça. La première boîte que j'ai créée, donc c'est avec un ami qui est d'ailleurs mon témoin de mariage, qui un jour vient me voir et me dit je viens de me faire licencier. Enfin, ma boîte vient de tomber, je suis à la rue. Depuis le temps qu'on parle, on déjeunait une fois par mois, et à chaque fois qu'on se voyait, on disait on va se créer une boîte, on va se marrer, ça va être super. Puis arrive le fameux jour, et il me dit on y va. On se dit merde, alors faut pas que je perde la face, quand même, faut assurer. Là, on l'a fait de façon assez claire. On s'est dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on sait faire? Et où est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Et aujourd'hui, on vend du papier toilette. Improbable. On a créé une société qui s'occupe du confort au quotidien des utilisateurs. On vend du tapis d'accueil, du savon, du papier toilette et des bornes cendrier. Donc ça, c'est un premier exemple où on s'est posé, on a déjeuné, on a un peu picolé, et puis on a laissé la liberté de l'esprit avancer. Voilà, il en faut un peu. J'ai un autre exemple assez rigolo, c'est que, je vous l'ai dit, j'ai un petit frère qui fait du one-man show, et je me suis retrouvé à devoir monter une boîte de promotion et de production d'artistes. C'est un métier que tu connais, toi. Moi, j'étais absolument pas rompu au code. Et puis j'ai déposé mes statuts, et puis on m'a dit c'est bien, maintenant il faut avoir une licence d'entrepreneur du spectacle. J'ai découvert les bonheurs de ces choses-là, le bonheur de devoir rédiger des contrats. Donc pareil, postulat premier, j'ai besoin de créer une société de promotion. Je trouvais des statuts, j'ai déposé ma structure, puis après il a fallu savoir comment se fait un cachet d'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche AEM? Qu'est-ce que c'est que les congés spectacles? Qu'est-ce que c'est que... Je peux en donner des exemples, il y en a pléthore. Donc là, il faut partir d'une idée. Là, j'ai pas du tout monté de business plan, parce que j'y connaissais rien. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de permettre à mon petit frère, en l'occurrence, de pouvoir progresser et d'héberger ses cachets. Puis la dernière structure qui est rigolote, c'est donc avec mon associé... j'en ai une autre, pas bref. Avec mon associé, Franck, le directeur national des ventes de la plus grosse boîte de propreté de France vient nous voir un jour, et 50 ans, il nous dit « Putain, qu'est-ce que je m'emmerde dans mon boulot ?» Et puis, pareil, je suis désolé, vous allez dire que je suis un peu alcoolique, mais on boit des coups, et on commence à le chambrer un peu, en disant « De toute façon, t'es pas capable de venir nous rejoindre. » Et on a créé la structure il y a 6 mois, donc on fait aussi de la propreté. Et là, pareil, j'y connaissais rien du tout dans le métier. Par contre, on a créé les choses au fur et à mesure, et je te rejoins quand tu dis que de toute façon, il faut partir d'une idée, d'une envie, de voir quelles sont les compétences
en présence, donc on peut partir seul ou accompagné. Et puis après, bah, ça se fait petit bout par petit bout. Il y a des rencontres, il y a des conseils, il y a plein de choses. Et puis il y a le club SEPR Génération Pro qui peut donner des coups de main aussi. Ouais, Voilà. l'idée c'est de se lancer en fait. Enfin, si tu sautes, tu verras bien. Parce que de toute façon, l'idée de départ ne sera pas celle que tu feras dans 6 ans. Donc l'idée géniale, si tu l'attends, tu l'auras jamais. Elle n'existe pas, clairement pas. L'idée géniale, c'est celle que les clients achètent. Donc comme tu n'as pas senti encore ton produit, tu peux pas savoir si les clients l'achètent. Donc sors un truc. Et c'est là où le statut d'auto-entrepreneur en tant qu'ébéniste, tu peux t'aider au démarrage de vendre des beaux meubles, des beaux produits aux gens que tu connais, qui te font confiance. Et si tu vois que ça prend, qui te recommande, bah pourquoi pas après créer une vraie boîte. Ça peut être un moyen très facile de se lancer pour essayer. Donc vous retiendrez, mademoiselle, que par où commencer, c'est un déjeuner ou un dîner très arrosé. Vous avez retenu le conseil. Ça me permet, grâce à Hugo, de faire une belle transition pour clore. Eh oui, on a les transitions qu'on veut. Hein. C'est pour ça qu'on le tient éloigné. Bon, je voudrais quand même que vous remerciez les 5 personnes qui vous ont fait face ce soir et qui vous ont apporté un petit peu leur analyse, leurs conseils et puis dévoiler un peu leur parcours. Donc j'aimerais juste des petits applaudissements pour ces 5 personnes. On va remercier également la SEPR et puis le club Génération Pro pour cette invitation et puis on clôt la soirée sur un petit pot amical. Merci en tout cas d'être venu. Merci.